Salut, JDD du 28 septembre 2025 reçoit avec plaisir Youssou Diallo. Youssou Diallo est un homme connu du monde, mais aussi qui connaît du monde et qui connaît le monde aussi. Il a été de plusieurs combats, mais ses engagements aussi ont été reconnus comme étant des engagements très francs, très sincères. Mais Youssou est parti de loin pour aller très loin. Aujourd'hui, il est président du Club Sénégal émergent, mais dans sa longue trajectoire, il a occupé des fonctions très éminentes de directeur de cabinet de plusieurs ministres, mais en même temps aussi de conseiller technique de plusieurs ministères, sans compter également ses fonctions administratives, parce qu'il est haut fonctionnaire justement de l'État du Sénégal. De tout cela, peut-être nous allons parler, mais nous allons également évoquer l'actualité sénégalaise, qui est assez fournie, qui est assez abondante. Nous allons plonger, n'est-ce pas, faire une certaine immersion sur l'échiquier politique sénégalais pour essayer de dégager donc les tendances lourdes de la classe politique aujourd'hui, une fois que nous avons changé de majorité. Mais l'économie également nous préoccupe tous, l'économie sénégalaise. Quelle est l'ossature de l'économie sénégalaise? Est-ce que ça reste l'agriculture? Parce qu'il en est un. On dira également qu'il a été président du conseil d'administration de la Sonacos avec l'arachide. Nous reviendrons en profondeur sur cela. Mais nous parlerons également de la diplomatie sénégalaise, elle-même qui claudique un peu parce que dans le contexte de la sous-région et dans le contexte international, est-ce que le Sénégal fait entendre sa voix? Le Sénégal a-t-il une voix audible pour être entendu justement par les forces en présence et même jouer de sa carte d'influence pour pouvoir exercer effectivement une certaine autorité sur le cours des événements, notamment en Afrique de l'Ouest, notamment dans la sous-région, notamment au niveau international, avec peut-être aussi quelques incursions sur les crises actuelles à Gaza et peut-être en RDC. Mais nous ne terminerons pas sans aborder une question qu'il connaît très bien, Youssou. C'est l'administration sénégalaise, parce qu'il est un haut fonctionnaire à la base, sorti de l'ENAM, inspecteur principal de la coopération. Oui. Donc, il nous dira également si aujourd'hui, l'administration sénégalaise, elle est contre-performante ou elle est toujours valable. Est-ce qu'elle est assaillie par le doute ou bien est-ce qu'elle est assaillie par des contraintes ou par des difficultés qui font que sa performance d'alors se conjugue au passé? Donc, de tout cela, Youssou, nous avons peut-être dans notre corbeille beaucoup de sujets. Absolument. Et bienvenue donc à l'émission JDD. Merci Mamadou. Je vous remercie de m'inviter à votre plateau d'excellence, qui est le Jury du dimanche, qui est une émission très suivie, et en particulier par les intellectuels, les hauts cadres et les personnes qui sont intéressées par le devenir de notre pays, de notre continent, et qui s'intéressent aussi aux grands problèmes du monde. Et je salue l'ensemble de vos téléspectateurs, mais aussi de vos auditeurs, parce que vous avez un réseau national très intéressant, et souvent c'est quand on voyage, en vérité, qu'on s'en rend compte. Je leur adresse un salut fraternel et leur souhaite un excellent week-end, ainsi qu'à tous les Sénégalais. Mais merci, le compliment est partagé avec l'ensemble de l'équipe technique. Youssou, une note de tristesse avec la disparition de deux éminents démocrates sénégalais, deux éminentes personnalités, c'est Mazid Ndiaye et Abdoulaye Diallo. L'un est acteur du développement, l'autre est un éminent artiste. Ils viennent de nous quitter récemment. À leur égard, qu'est-ce que ça vous inspire comme témoignage? Oui, d'abord, merci de me permettre de prier pour eux, et ainsi pour l'ensemble de nos défunts. Ces temps-ci, il y a eu quand même beaucoup de... Ce matin même, en venant, je vois dans la presse le décès de Manel Fall, qui était un camarade de promotion à la faculté. Et lui aussi, je l'associe aux prières, que Dieu les accueille au paradis, qu'il leur pardonne l'ensemble de leurs péchés, ainsi qu'à tous nos disparus. Abdoul Mazid Ndiaye, d'abord pour parler de lui, fait partie de ceux qui ont fondé le mouvement au courant dit révolutionnaire armé de la pensée de Mao Tse-tung, qu'on appelait le courant maoïste, qui était un courant nouveau dans la gauche sénégalaise. Et on brandissait un peu le livre rouge, non? Oh, le livre rouge, il y en avait d'ailleurs, surtout à l'époque de ce qu'on appelait la révolution culturelle. N'est-ce pas? Et, bon, mais ça faisait partie un peu des livres de chevet, un peu de nos militants à l'époque.
Des années de jeunesse. Donc, un homme très discret, un homme très disponible, un très grand intellectuel qui fait partie des premières générations de révolutionnaires dits maoïstes au Sénégal. Parce que le courant maoïste, ne l'oublions pas, est issu du courant de gauche, issu du Parti africain de l'indépendance, qui a été créé en 1957, qui a évolué peu ou prou. Et à partir des années 1965, avec les contradictions entre la Chine et l'Union soviétique, avec Khrouchtchev d'un côté et de l'autre côté, il y avait le président Mao Tse-tung. Et il y a eu un courant maoïste qui a commencé à se dessiner, avec d'abord la création de ce qu'on appelait le Parti communiste sénégalais. Les Landing, les Mazit ont eu à militer dans ces courants. Et ensuite, ils ont créé ce courant du marxiste-léniniste armé de la pensée de Mao Tse-tung, qui s'est complètement démarqué avec la création du mouvement Kharebi. Et c'est cette mouvance-là qui a engendré plus tard Andidjeuf, qui est une organisation nationale démocratique, et plus tard toutes les excroissances, le Front culturel, les détachements au niveau du mouvement étudiant, au niveau du mouvement paysan, etc. Bref, Mazid fait partie, avec Landing, les Amadou Top, peut-être les Pape Touti Sow, etc., des premières générations de révolutionnaires armés de la pensée Mao Tse-tung. Lui, contrairement aux autres, peut-être dans une certaine mesure avec Pape Touti Sow, était moins connu, mais étaient des hommes d'appareil qui étaient très très importants et toujours en truc. Et les percées que les gens, le mouvement a enregistré au niveau du mouvement paysan, pour l'essentiel, on le doit à quelqu'un comme Abdoul Mazim Ndiaye, particulièrement dans la zone de Fissel Mbadane, dans la zone de Kaffrine, non, dans la région de Thiès, Palmarin, etc. Mais plus tard, dans la région de Tambacounda, avec la création de l'une des premières ONG de développement, l'OFADEC. Voilà, et la culture de la banane doit une fière chandelle à Abdoul Mazim Ndiaye, qui a été un des précurseurs avec l'OFADEC. Parce qu'à l'époque, l'État avait le programme des terres neuves. Nos parents sérères du Sine qui souffraient de la sécheresse avaient été déplacés sur les bords du fleuve Gambie dans le département de Tambacounda. Et c'est l'OFADEC qui a le premier lancé les expériences de production de bananes dans cette zone-là. Et l'OFADEC a été créé par Abdoul Mazid Ndiaye. Ensuite, plus tard, Abdoul Mazid a été le créateur aussi, le fondateur du CONGAD. Donc, qui a joué un rôle extrêmement important dans le développement de la citoyenneté et du mouvement de lutte pour les libertés et surtout le pluralisme au Sénégal. Par la suite aussi, il y a le mouvement RADI, le Réseau africain de développement intégré, qui était un mouvement essentiellement porté sur la conscientisation aux droits et aux libertés, particulièrement des couches populaires et en particulier des femmes. Très bien, on va entrer tout à l'heure. Ensuite, il y a l'autre, Abdoulaye Diallo. Lui, c'est extraordinaire. C'est l'un des premiers ingénieurs en télécommunication du Sénégal. C'était un génie. Il a fait ses études en France. Il était brillant. Il était à la Sonatel. Et à un certain âge, et je crois qu'il est tombé sous le charme de l'île de Ngor. Et il est devenu artiste peintre. Voilà. Eh bien, paix à l'âme. Et bel hommage aussi rendu par Youssou. Mais Youssou, vous êtes Saint-Louisien, ça se voit. Et ensuite, vous avez fréquenté donc, le lycée Faidherbe. Plus tard, vous intégrez donc l'université de Dakar. Mais dans vos premiers pas en arrivant à l'université de Dakar, qu'est-ce qui vous animait? Quelle ambition vous nourrissiez à l'époque? Et ensuite, chemin faisant, qu'est-ce que vous êtes devenu? C'est-à-dire, qu'avez-vous fait de vos 20 ans? Voilà, nous étions une génération, en vérité, qui était une génération qui était désintéressée, qui était engagée, mais pour ce qu'on appelait, nous, la cause du peuple. Donc, ce que j'allais devenir, c'était essentiellement servir le peuple sénégalais, travailler à son émancipation et à sa libération. Nous faisions partie des générations qui n'avaient pas d'ambition personnelle, du tout. Nous étions souvent des élèves et des étudiants très brillants. Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas adhéré à la politique par le cœur. Bien sûr, le cœur y était pour peut-être, disons, 20 à 25%, mais la tête y était peut-être pour 75%. Donc, il fallait connaître d'abord avant de s'engager.
Donc il fallait avoir lu Karl Marx. Il fallait, bon, avant Karl Marx, peut-être c'était les Frantz Fanon, c'était, comment ça s'appelle, Ousmane Sembène et tous les autres, Aimé Césaire, peut-être un peu Senghor, parce qu'à l'époque, oui, la négritude était vue comme un mouvement peu ou prou réactionnaire à l'époque, ou qui n'était pas révolutionnaire. Et nous nous engagions par la tête. Nous avions lu pour l'essentiel les grands auteurs révolutionnaires, Karl Marx, Lénine, Engels, Mao Tse-tung, tous les littérateurs de gauche. Et aussi nous nous engageons dans certains combats pour la libération de l'Afrique, du Sénégal, Majmoud Diop, Cheikh Anta Diop, etc. etc. Nous faisions partie un peu de cette génération. Donc nous étions une génération qui n'avait pour l'essentiel pas d'ambition personnelle, mais qui était engagée pour les causes du peuple et des opprimés. Alors il y a certains de vos amis, certains cercles de vos amis qui disent que ce qui caractérisait Youssou, jusqu'à présent d'ailleurs, peut-être probablement, c'est la tempérance. C'est-à-dire que vous aviez une maîtrise peut-être de vos passions, mais quand même vous étiez passionné aussi pour des objectifs donc, que vous venez un peu de décrire. De servir le pays, de servir le peuple, de servir donc les populations. Mais à un moment donné, il y a un chorus autour de votre personne, comme étant un leader naturel. L'avez-vous pressenti ou bien vous avez subi des pressions pour peut-être arriver effectivement à exercer cette responsabilité? Non, non, c'est arrivé naturellement, parce que depuis le mouvement élève, il y avait quelques réminiscences. En fait, nous dirigeons des trucs au niveau du quartier, les mouvements associatifs, les clubs nawetan, etc. J'étais secrétaire général à gauche, j'étais président de la commission presse et information de l'ORCAV de Saint-Louis. À l'époque, c'est Feu Golbert Diagne qui était mon adjoint. À l'époque, je crois, j'avais entre 16 et 17 ans. N'est-ce pas? Voilà, et quand on est arrivé à l'université, le processus de maturation s'est développé et la rencontre avec les mouvements de gauche s'est de plus en plus affirmée. Et à l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas encore le multipartisme. C'est ça. Et nous étions, certains intellectuels, dans des courants révolutionnaires, certains qui étaient dans le courant maoïste comme nous. Il y en avait d'autres qui étaient dans ce qu'on appelait le courant un peu PAI, Ligue démocratique, et PIT, etc. Il y avait les courants dits trotskistes, etc., etc. Et puis il y avait de l'autre côté ce qu'on appelait le pouvoir qui était incarné par le PS. Par le PS. Alors, on va faire un saut de cabri, hein, sinon, voilà, par un raccourci historique, arriver peut-être à la fameuse grève, ou aux fameuses grèves menées à l'université de Dakar. Vous aviez en face de vous des personnalités éminentes. Vous étiez justement des étudiants aussi assez déterminés et résolus. Mais qu'est-ce qui caractérisait à l'époque votre génération pour faire face justement à ces éminentes personnalités et en même temps aussi jouer jeu égal avec eux par des arguments peut-être bons que vous avanciez et qui étaient peut-être assez bien reçus justement par ces interlocuteurs-là, notamment le recteur de l'Université de Saint-Louis, le ministre de l'Éducation nationale, et puis plus loin même peut-être Jean Collin, un puissant ministre d'État. Alors on reviendra un peu peut-être aussi sur des échanges que vous avez eus avec lui. Oui, effectivement. Parce que notre génération à l'époque, il y avait au niveau des Sénégalais, il y avait par exemple des gens comme pour les plus connus, il y avait l'ancien président Macky Sall, qui était fait partie de nos jeunes. Et Macky Sall, je me souviens, c'est moi qui l'avais remarqué au cours d'une de nos assemblées générales qu'on avait tenues devant la faculté des sciences. Et à l'époque, c'était le comité de lutte. Et on se battait pour un peu doter la dotation de statuts et de locaux aux étudiants de l'Institut des sciences de la Terre et de Agro, qui suivaient les cours avec les gens de sciences naturelles. Il y avait un certain Souleymane Ndiaye que j'ai connu aussi au niveau de la faculté de sciences juridiques et économiques. On partageait la même classe en sciences économiques. Et au niveau des étudiants, il y avait Babacar Ndaw, l'ancien ministre de Abdoulaye Wade, qui était avec nous. Il y avait peut-être les Lamine Ba qui étaient beaucoup plus jeunes. Lamine Ba, c'est moi-même qui l'ai intégré au niveau de la commission sociale. C'est nous qui avions créé la commission sociale. Oui, maintenant, au niveau il y avait une très forte légion étrangère. Et parmi ces étudiants, il y avait l'ancien président qui a suivi le coup d'État, Mohamed Bazoum, qui est devenu un ami, et d'ailleurs qui m'avait même invité
à son investiture. Il y avait aussi le camarade Salif Diallo, qui était avec le président Compaoré et qui était une éminence grise qui a terminé comme président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Donc pour ceux que j'ai oubliés, il y avait Ndeye Fatou Touré aussi, avocate, qui était très engagée, qui était un peu plus, qui est venue à l'université un peu avant nous. Les plus jeunes, il y avait Maître El Hadj Diouf qui était avec nous aussi. Oui, oui, il y en avait d'autres, qui étaient non seulement de très bons étudiants, mais aussi qui étaient des gens très, très engagés. Mais ce qui nous caractérisait, comme je vous ai dit à l'époque, c'est que nous n'avions presque pas pour l'essentiel d'ambition personnelle. Nous nous regroupions autour d'une cause, défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Mais nous, au niveau de l'UNAPES, nous ajoutions avec une dose de patriotisme et d'anti-impérialisme. Nous disions que pour adhérer à notre syndicat, l'Union nationale patriotique et truc, il faut accepter l'orientation anti-impérialiste et patriotique de l'UNAPES. Donc vous voyez le niveau où on se situait. Et ça, je vous dis, c'est au début des années 80. Alors, et à l'époque, pour vous expliquer un peu l'engagement de type patriotique. Et nous nous faisions un devoir de ne jamais nous engager dans quelque chose que nous ne maîtrisions pas, que nous ne connaissions pas. Donc, même pour nos plateformes à l'époque, nous les discutions. Et nous les élaborions de manière relativement scientifique. Si c'était des questions à caractère juridique, les juristes de la première année jusqu'au niveau du doctorat, c'est des gens qui étudiaient ces questions et nous faisaient des dossiers. Si c'était des questions à caractère économique, c'était la même chose. Si c'était des questions qui étaient à caractère pédagogique, c'était des questions qui touchaient à la médecine ou aux autres domaines, nous les étudions et nous avions de la rigueur par rapport à ce que nous avons, parce que nous disions que tout est dans la plateforme. Si la plateforme est mauvaise, si la plateforme est mal posée, ou bien si la plateforme pose des questions ou des revendications insolubles, nous nous engageons dans des voies sans issue. Et c'est ça qui faisait que, quand vous nous voyez parler de notre plateforme ou la défendre devant les autorités, vous vous disiez, mais ces étudiants-là, ces jeunes-là, mais sont bien formés, etc. Ce qui faisait que nous forcions le respect devant les autorités. Et à l'époque, ce n'est pas n'importe qui dirigeait les autorités. À l'époque, c'était Seydou Modanissi qui était le recteur. Il y avait comme doyen de la faculté des sciences, paix à son âme, Souleymane Nia. Il y avait au niveau de la faculté de médecine, le doyen Iba Mar Diop. Il y avait au niveau de la faculté des sciences juridiques et économiques, il y avait d'abord Ibrahima Fall. Ensuite, Ibrahima Fall avait été remplacé par Ibou Diaïté quand on a fait de lui un ministre. Mais si on s'arrête un peu sur le cas d'Ibrahima Fall, oui. Il semble, vous me corrigez si peut-être je raconte voilà, des inexactitudes, il semble qu'au cours d'une réunion entre étudiants et autorités, il a à la limite même mis sur la table justement sa propre démission parce qu'il ne concevait pas une certaine conduite d'un étudiant vis-à-vis justement de son professeur. Oui, vraiment, c'est avec beaucoup de respect que je parle de lui, parce qu'il n'avait pas posé sa démission, mais il avait laissé entrevoir qu'en fait, si on devrait aller dans un certain sens, parce que le point d'achoppement qui a fait que plus tard, Abdou Diouf a dû le dessaisir du dossier de la grève de 1984, Ibrahima Fall nous disait, je peux être d'accord ou faire des concessions sur tous vos points de revendication, sauf une. D'abord, moi, je suis un enseignant et je me considère toujours comme enseignant. Ministre, c'est une nomination. Mais ma fonction, je suis un enseignant et j'ai l'éthique et la déontologie d'un enseignant. Un étudiant qui a giflé son professeur, quelles que soient par ailleurs ses motivations, quelles que soient les provocations qu'il a subies, quel que soit le tort que cet étudiant a subi, je ne négocierai jamais de l'intégration ou de concessions à faire à cet étudiant par rapport à son professeur. Et si on devrait en arriver là, en tout cas, moi, Ibrahima Fall, je prendrai mes responsabilités. J'aimerais bien savoir quelle est la réplique justement des étudiants avec cette sortie du ministre.
Non, nous lui avons dit à l'époque, monsieur le ministre, nous respectons votre position, qui est une position de principe, que nous ne pouvons pas discuter. Mais nous, en tant que représentants des étudiants, cette question de l'exclusion définitive de l'étudiant Badji est une question fondamentale de revendication sur laquelle nous ne pouvons pas reculer. Et c'est sur ces deux positions qui étaient figées, qui ont fait qu'à un certain moment, parce que la grève était devenue une grève nationale et avait duré plus de 2 mois, on s'acheminait vers la fin du 3e mois, on s'acheminait vers aussi presque une crise politique. Oui. Et le président Diouf a dû dessaisir du dossier Ibrahima Fall pour le confier à feu Jean Collin, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de l'époque. Voilà, c'est ça qui a fait qu'il y a eu ce glissement. Alors, et plus tard, maintenant, quand il y a eu le remaniement qui a suivi la grève, oui, Ibrahima Fall est parti aux affaires étrangères et il a été remplacé au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, arrive Jean Collin, tout ministre d'État puissant qu'il fut, et vous deviez négocier avec lui. Oui. N'aviez-vous pas des a priori avec cette mutation, ce jeu de chaises musicales qui permettait à Diouf peut-être bon de prendre le ministre et de le remplacer justement par un autre? Est-ce que vous avez mesuré la dimension de l'homme que vous alliez avoir comme interlocuteur, la personne de Jean Collin? Non, nous le respections, mais en vérité, il ne nous impressionnait pas du tout, parce que nous étions des étudiants qui étaient pour l'essentiel des étudiants de gauche, nous étions bien formés et puis nous maîtrisions bien nos dossiers. Et à l'époque, je me souviens, il y avait une assistante de Jean Collin, chaque fois que j'arrivais, avec mes baskets, avec mon jean délavé, avec ma fameuse jaquette bleue. Et il me disait, Diallo, tu es la seule personne qui ose entrer ici de cette façon et avoir le respect qui t'est donné au palais. J'ai dit, oui, c'est parce que je représente la grande masse des étudiants. Voilà, pour vous dire cette anecdote. Mais Jean Collin était, feu Jean Collin, paix à son âme. Oui. Était un homme, un forçat du travail. Il était à son bureau tous les jours avant 7 h du matin et il quittait son bureau, peut-être il ne le quittait pas avant minuit. Minuit même. Et c'était quelqu'un aussi, à l'époque, d'ailleurs, son fils, François Collin, d'ailleurs, qui dirige, je crois, l'inspection générale d'État, était à la fac, il nous devançait, je crois, d'une classe. Et les Philippe, je crois, étaient un peu avec les comment ça s'appelle, François, étaient avec les Philippe Senghor, etc., paix à son âme. Et pour détendre l'atmosphère, il nous disait, mais mon fils François me dit qu'il te connaît bien. Et les étudiants te respectent beaucoup, M. Diallo. J'ai dit, non, c'est parce que nous sommes des étudiants qui sommes engagés pour la défense de leur cause. Et nos camarades savent que nous sommes à leur service. Et que nous les défendions, mais nous les défendons de manière lucide, parce que nous ne posons pas n'importe quelle revendication. Alors, et c'est sur ces entrefaites d'ailleurs, et les négociations avec Jean Collin ne sont pas tout de suite enclenchées. À l'époque, feu Mahdi Diallo, qui était secrétaire général de l'université, qui a été, je crois, directeur des postes, de l'office de la poste à l'époque, qui habitait à Gibraltar, qui m'était très lié parce que quand on arrivait en négociation avec Truc, et c'est après qu'il m'a révélé d'ailleurs qu'il était un ancien du PAI avec les Ahmad Dansoko et autres. C'est ça. Il me disait, jeune, vraiment, il faut continuer comme ça. Nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais nous vous respectons beaucoup. Et quand il y a eu l'envahissement de l'université par les forces de l'ordre, nous avons dû à l'époque nous planquer. Et chaque fois que je parle de Ngor, j'entends parler de Ngor, j'y pense encore. J'avais un ami qui habitait à Ngor, et c'est à Ngor que j'étais planqué. C'est-à-dire que je m'étais complètement mis dans la clandestinité pour ne pas être pris par les forces de l'ordre. Et j'avais demandé à mon ami, c'était un Diallo, de passer souvent, quand il passait à l'université, de passer devant ma chambre, qui était le 110, numéro 110 pavillon D, au 3e étage, et de regarder ma boîte aux lettres. Et il est passé là-bas, il a vu un message qui m'était envoyé dans une enveloppe par le secrétaire général comment ça s'appelle, du rectorat Mahdi Diallo, qui laissait son numéro pour demander qu'on l'appelle. Alors, Youssou, c'est vrai que c'est des épisodes assez émouvants que vous rappelez comme ça, et votre mémoire est une mémoire d'éléphant, alors, par rapport à toutes ces situations-là. Mais il y a une idée qui trotte dans l'esprit de l'opinion.
une chose est de déclencher une grève, mais autre chose aussi est maintenant de décréter également la fin d'une grève. Est-ce que ces deux moments peuvent se comparer du point de vue de leur intensité et en même temps aussi du point de vue de leur gravité dans la prise de décision? C'est très important ce que vous dites. Vous savez, un dirigeant, c'est non seulement la capacité à formuler des revendications, la capacité à indigner, à mobiliser, et puis même des fois à électriser les masses, les foules pour les faire adhérer à la cause. Mais c'est aussi l'art de savoir élaborer des plateformes, comme je vous ai dit, qui ne vous mènent pas à l'impasse, mais aussi c'est l'art de savoir décoller, de savoir voler, mais aussi de savoir atterrir en douceur. Et nous avions pris tous ces moments dans notre mouvement, parce qu'il faut être réaliste, parce que nous avions étudié les textes, les œuvres de sciences politiques, et nous savions que le syndicat ne peut pas transformer la société. Le syndicat ne peut pas mener la révolution. Le syndicat peut participer de la révolution. Le syndicat peut formuler des revendications. Mais c'est un peu un ensemble de ruisseaux, de protestations et de revendications, maintenant arrimés à un mouvement politique qui peut amener les transformations révolutionnaires ou les changements. Nous savions aussi nos limites. Et c'est de ce point de vue-là que nous avions dit aux gens, écoutez, nous avons fait une grève qui approche les 3 mois. C'est clair que nous ne pouvons plus avoir 2 sessions. Et notre plateforme est une plateforme de 13 points. Nous avions serié la plateforme finalement en ce que nous appelions une plateforme de compromis qui pouvait permettre une reprise des cours. Et nous avions élaboré cette plateforme de compromis, nous en avions discuté dans nos AG, qu'on appelait AG sectoriels au niveau des facultés. Et nous sommes tombés d'accord, si nous avons les satisfactions au niveau de ces points-là, nous reprenons les cours. Les gens nous ont dit, mais pour avoir 2 sessions, nous avons dit, il n'est pas plus possible d'avoir 2 sessions. Si nous avons une session, nous prenons. Mais avec la satisfaction de nos revendications. Ce qui a été fait, nous avons obtenu les revendications, au-delà même de nos espérances. Nous avons dit aux gens, on va reprendre, mais il y avait des politiciens et des mouvements politiques qui étaient embusqués et qui pensaient que l'occasion de faire tomber Diouf était arrivée. Le grand soir. Le grand soir. Alors, il fallait avoir du cran, et comme que nous avions une relative influence au niveau des étudiants, mais aussi que nous avions le courage politique à l'époque et syndical qu'il fallait. De faire face à et nous avons... Oui, Youssou Diallo nous a trahis, ils nous ont vendus, etc. Il semble qu'on lui a donné une bourse pour aller aux États-Unis, etc., etc. Bon, c'était faux, mais tout le monde le savait. Même ceux qui le disaient savaient que c'était faux. Et nous avons décidé, avec l'assentiment des assemblées générales, de lever le mot d'ordre. Il y a eu une confusion qui a été créée, mais nous avons, en rapport avec les autorités, fait des communiqués au niveau de la radio. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radio, il y avait Radio Sénégal, mais aussi au niveau de la télévision. Je crois que la une du Soleil du lendemain était la levée du mot d'ordre. Et le lendemain, puisque je n'allais jamais presque à la fac avant 7 heures, j'allais à la fac au plus tôt, généralement à 10 heures. Quand les gens me voyaient à la fac à 7 heures, ils disent aujourd'hui il va y avoir grève, quelque chose va se passer parce que Diallo est venu à 7 heures. Je suis parti très tôt et je ne me souviendrai jamais d'une chose. Je descendais du pavillon D, du pavillon D. Alors quand je suis descendu vers 7 heures pour aller vers la fac, il y a un étudiant qui était au pavillon E, qui est en face du pavillon D. Oui. Il m'a crié, hey, Youssou Diallo le traître, tu nous as vendu. La grève n'est pas terminée, etc. Alors je n'oublie pas, je continue avec les gens. Je suis venu à la fac, j'ai trouvé entre amphi A, amphi B, etc., les étudiants qui étaient tous devant les amphis. Alors je suis venu directement avec les gens qui m'accompagnaient. J'ai continué directement, je suis entré à l'amphi A. Les étudiants sont entrés. Amphi B, c'était la même chose. Les autres facultés, je suis allé. Ça s'est passé comme ça. Tout à fait. Voilà. Il y en a finalement même qui disaient, oui, son père est un marabout. Peut-être qu'il a des pouvoirs surnaturels, etc. Bon, mais bon, bref, ça, je crois que c'est quelques anecdotes qu'il fallait. Non, c'est assez intéressant. Mais maintenant, revenons à notre époque. Partout dans le monde, aujourd'hui, il y a quand même peut-être aussi des irrédentismes et parfois aussi peut-être des grèves des étudiants, que ce soit à Katmandou
au Népal, que ce soit peut-être bon, au Timor oriental, à Madagascar, et peut-être même aussi les étudiants de la RDC s'apprêtent également à observer un mouvement de grève. Quand vous regardez tout cela avec le recul, avez-vous le sentiment qu'il y a une sorte d'écart de maturité entre votre génération et celle d'aujourd'hui dans la préparation et dans la conduite justement des mouvements de grève? Je ne me permettrai jamais de juger les autres générations. Comme disait l'autre Frantz Fanon, chaque génération a une mission à remplir. Oui. Elle l'a remplie ou elle l'a trahi. Et les générations ne sont pas formatées de la même façon, n'ont pas été formées de la même façon, ne vivent pas les mêmes époques, ne vivent pas les mêmes circonstances. Il n'y avait pas chez nous, à notre époque, les réseaux sociaux. Il n'y avait pas la liberté de la presse, comme c'est le cas actuellement, oui. Etc., etc. Donc, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Il n'y avait pas tout ça. D'ailleurs, j'ai dit souvent à mes camarades anciens maoïstes que si à notre époque, il y avait les réseaux sociaux, nous aurions fait la révolution et les changements avant peut-être que les gens de Pastef. Ils ont été aidés par les circonstances qui ont fait qu'ils sont arrivés avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous n'avions pas cette chance. Donc les nouvelles générations, bien sûr, il y a des invariants que les différentes générations doivent, de dirigeants. Parce que quand vous dirigez des personnes, vous devez donc d'abord être honnête au sens de votre adhésion à la cause que vous prétendez défendre. Ensuite, vous devez être altruiste. C'est-à-dire que votre personne pense et vos intérêts en dernier lieu. C'est les intérêts de la masse, c'est les intérêts du collectif, c'est les intérêts de l'organisation qui priment. Ensuite, le principe du andu naole, j'aime bien cette expression, qui est intraduisible. Que vous sachiez que, comme je le disais à l'époque dans nos assemblées générales, nous pouvions même faire un tirage au sort pour désigner qui dirige le mouvement étudiant, parce qu'il n'y avait pas de dirigeant, j'étais juste le porte-parole. Mais puisque quand vous avez il y a une espèce de charisme et de trucs, on voit en vous le dirigeant. Même ce concept de dirigeant, de président ou autre, nous ne l'acceptions pas. Nous avions ce que nous appelions des collectifs. Nous étions des coordonnateurs et des trucs. Donc cette humilité-là faisait que nous avions un certain recul devant le truc. Et ensuite, le courage. Ça, c'est des invariants. Quand on ne peut pas diriger, si on n'a pas un courage moral, on n'a pas un courage physique. Il nous est arrivé d'être confrontés aux forces de l'ordre, de mener même des combats. Je me souviens, il y a une époque, je me souviens, il y avait les étudiants du PS à l'époque qui voulaient envahir l'université. Nous organisions une manifestation au terrain de basket. Et ils étaient venus avec des cars rapides remplis de gros bras. Et à l'époque, je me souviens, c'est Khalifa Sall qui les dirigeait. Oui. Et je crois qu'il y a eu des confrontations mémorables, mais je ne dirai pas la suite. D'accord. Voilà, donc voilà un peu un ensemble de cas. Et ensuite, le devoir, surtout pour un dirigeant, c'est l'exemplarité. Tout à fait. Oui. À l'époque, il n'y avait qu'un seul restaurant à l'université. Plusieurs fois, les dirigeants du COUD m'avaient proposé de manger au resto médical. Je l'ai refusé. Je savais que c'était des formes de corruption passive. Il y avait souvent des queues qui faisaient au moins 2 à 3 kilomètres. Puisque moi, je venais un peu tard au restaurant, j'étais souvent peut-être au 2e ou à 2,5 km et je faisais la queue jusqu'à vers 15 heures. Juste pour vous servir. Et les gens disent non, c'est pas là, vraiment. Et ça force le respect. Et ensuite, par rapport à l'argent, il fallait avoir un rapport assez honnête par rapport à l'argent, par rapport aux intérêts et aux privilèges, mais aussi par rapport à la femme. Donc, il y avait des principes de morale révolutionnaire à l'époque que nous étudions et qui faisaient qu'il y a un certain nombre de déviations, d'ailleurs jusqu'à présent, même sur le landerneau politique, il y a ce genre de déviations.
nous les faisions. D'ailleurs, c'est rare que vous voyez aujourd'hui au niveau de l'administration ces personnes-là issues de ces mouvements et de ces mouvances être accusées de détournement de deniers publics ou de prévarication. Oui, alors Youssou, on va aborder donc les deux aspects, mais qui sont très intéressants, tout cela. Par rapport à l'actualité, nous sommes justement dans une situation où c'est une nouvelle majorité qui gouverne le pays. Et donc, l'ancien régime est peut-être, voilà, aujourd'hui dans l'opposition, dirons ça simplement. Avez-vous le sentiment que l'échiquier politique est en train de se recomposer ou de se décomposer? Vous savez, nous avons appris un peu la dialectique. La recomposition et la décomposition sont deux mouvements dialectiques, intrinsèquement liés. La dialectique, c'est la lutte des contraires. Mais c'est la lutte et l'unité des contraires. Il y a des moments peut-être que c'est l'aspect lutte des contraires qui domine. Il y a des aspects unité des contraires qui dominent. Mais il n'y a pas séparation totale entre ces deux-là. Peut-être que les philosophes qui m'entendent me disent, mais le grand est en train de philosopher un peu. Et actuellement, depuis le changement, on a vu l'avènement dans des circonstances qui étaient assez particulières. Et j'ai toujours refusé le concept de transition de mon ami Alioune Tine. Mais actuellement, je pense que le Sénégal est dans une situation de transition. Transition vers quoi? D'ailleurs, voilà la grande question. Oui. Parce que le Sénégal, nous disions à un moment que le Sénégal est à la croisée des chemins. On peut aller vers le pire, comme on peut aller dans une transition vers quelque chose de qualitativement meilleur, une espèce de ce que j'appelle souvent la transcroissance démocratique. Parce que notre démocratie est arrivée un peu à bout de souffle. Les nouvelles générations sont arrivées avec de nouvelles exigences. Des crises se sont accumulées et vous avez vu que depuis le président Wade, c'est les mêmes problèmes qui reviennent malgré les alternances. C'est d'abord les problèmes de la justice. Abdoulaye Wade, à un moment, a utilisé la justice contre ses adversaires. Le Madiambal dont on parle a été emprisonné par Wade, vous vous en souvenez. Les problèmes de dualisme, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade. Les problèmes de gouvernance, le Kumba Amdaï, Kumba Amundaï. Quand vous êtes avec le régime, presque vous pouvez dire ou faire ce que vous voulez, rien ne vous arrive. Si vous êtes contre le régime, même pour une opinion contraire, vous pouvez être en prison. Cela s'est répété sous Macky Sall. Et aujourd'hui, malgré toutes les proclamations, on est dans la même situation. Et ensuite, la justice est au cœur un peu de tout ça. Mais on a vu que peu ou prou, la justice sénégalaise a pu se tirer honorablement d'affaires dans toutes ces situations que la justice sénégalaise n'a jamais été soumise. Malgré qu'il y a eu des dérives où il y a eu à un moment, la justice a un peu tangué à droite ou à gauche. À gauche, oui. Mais dans les occasions décisives, la justice s'est positionnée comme étant une justice juste. Et ensuite, les mêmes problèmes, le présidentialisme fort, un président qui est tout, qui fait tout, qui décide de tout. Les autres institutions ne semblent plus pas exister. L'Assemblée nationale, etc., etc. Un président avec sa famille proche, sa famille plus ou moins lointaine, qui accapare plus ou moins une espèce de patrimonialisation du pouvoir. Au fil des régimes, on observe les mêmes phénomènes. Les problèmes de gouvernance. Vous voyez des gens qui n'étaient rien, qui n'exerçaient aucun métier, qui du jour au lendemain deviennent des milliardaires. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes. Donc notre démocratie, aujourd'hui, a besoin de s'arrêter plus, pas de s'arrêter. Ce n'est pas dialectique, pour un philosophe. Mais nous avons besoin de bouger pour aller dans le bon sens. Dans ce bon sens-là. Alors, Youssou, vous êtes un produit aussi de l'ENA, vous êtes un ENAR, vous êtes aussi haut fonctionnaire, inspecteur principal justement de la coopération. Et en même temps aussi, vous êtes un acteur politique, disons-le, parce que vous avez un peu tracé votre trajectoire politique. Quand vous combinez ces trois
qualificative-là en vous-même, n'est-il pas très difficile aujourd'hui de s'opposer quand on a partagé les choses ensemble, ou bien quand on est issu du même moule de fabrique, ou bien quand on a certaines valeurs qu'on partage entre amis? Est-ce que dans ces conditions-là, s'opposer est une activité facile? C'est-à-dire, s'opposer n'est jamais facile quand on est compromis. Vous savez, aujourd'hui, il y avait combien de gens qui ont été nommés directeurs sous Macky Sall? Il y a combien de gens qui ont été ministres sous Macky Sall? Il y a combien de gens qui ont eu des privilèges sous Macky Sall? Ceux qu'on entend aujourd'hui défendre pour ou pour Macky Sall ont été les gens les moins bien servis par Macky Sall. Mais comment ça peut s'expliquer? C'est un paradoxe. C'est ce que je vous ai dit. C'est des compromissions, c'est des gens qui ont peur de l'ouvrir pour ne pas être poursuivis. Donc les problèmes de gouvernance. Donc vous voyez, il y a une personne d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tous les jours, il décomptait le nombre de jours que Mansour Faye faisait en prison. Je crois qu'il était au 121e jour lorsque Mansour Faye est sorti. Alors chaque fois qu'il faisait ses publications, j'ai dit voilà une personne honnête et fidèle. Je mettais j'aime. Mais j'étais seul ou deux personnes. Oui. Mais le jour où Mansour a été élargi, mais tout le monde contribuait, appelait, etc., sur sa page Facebook. Alors je lui ai dit, voilà, tu as vu aujourd'hui ce qui se passe. C'est pourquoi il est bon, symptomatique, quoi, oui. il est bon d'endurer dans la vérité. Tout à fait. Et ne pas avoir peur d'être seul, ne pas avoir peur de ne plus avoir les privilèges qu'on avait, ne pas avoir peur de recevoir des colibés. Assez rapidement, Youssou, on peut citer quand même l'exemple de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui a été candidat, qui est allé aux élections et qui a été battu à hauteur de 46%. Mais tout naturellement, il devrait être le chef de l'opposition quand on se fie au score qu'il a réalisé. Qu'est-ce qui explique un peu peut-être sa timidité actuelle ou voilà, la situation dans laquelle on est, où au sein de l'opposition, on n'a pas peut-être une figure emblématique qui peut incarner le face-à-face vis-à-vis justement du pouvoir? Vous me parlez d'une personne que je connais bien, qui est un ami. Très bien. D'ailleurs, on a été des camarades de promotion depuis la fac. On a fait Sciences Éco ensemble. Et je l'ai précédé à l'ENAM d'une année. Et on est des amis vraiment jusque dans nos relations presque familiales. Et quand j'étais à Diourbel, Amadou a fait son stage avec Hassan Dianko et à midi, il mangeait chez moi. Donc pour dire le niveau de relation. Et quand son épouse devait se marier, en décembre 89, j'ai fait partie des gens qui sont déplacés à Thiès pour le mariage. Je m'arrête là. Donc je le connais bien. Tout à fait. Tout à fait. Amadou Ba est un homme modéré. Amadou Ba n'est pas un opposant. Il n'est pas fait dans le moule d'un opposant au sens de celui qui dit je suis contre, je veux vous remplacer, je veux ceci, je veux cela, etc. Et qui va même aller dans la rue pour se battre pour ça. Non, non, non. Amadou Ba est un homme de pouvoir. C'est un homme qui... Mais dans l'opposition aussi, il y a des positions de pouvoir. Ou bien même ça, ce n'est pas taillé pour son costume. Donc je veux dire, est un homme de pouvoir et du pouvoir. Et du pouvoir, très bien. Donc ça. Là, ça veut dire que oui, il est à l'aise au moment où il est dans le pouvoir. Oui. Et à partir du pouvoir maintenant, il se déploie. Il se déploie. Et par un concours de circonstances maintenant, il est entré en politique. Parce qu'à un moment aussi, au Sénégal, quand vous étiez au cadre, pour prétendre à certains niveaux, il fallait nécessairement faire de la politique. Alors, quand vous aviez des ambitions, etc., et puis c'est la famille, les gens qui vous poussaient. Donc, actuellement, il est dans un rôle qui n'est pas très, très confortable. Et vous avez vu, lorsque les nouvelles autorités ont appelé au dialogue, il est parti au dialogue. Et je crois que les autorités actuelles auraient dû avoir
le pragmatisme et l'intelligence de savoir que on ne peut pas se battre contre tout le monde. Il y a quelques éléments de gauche que je connais bien qui sont avec eux, mais ils auraient dû leur dire, il y a ce qu'on appelle la contradiction principale, il y a l'aspect principal de la contradiction principale, il y a l'ennemi ou l'adversaire principal, il y a l'adversaire secondaire, etc., etc. Et on ne peut pas gouverner seul, il faut avoir des alliés. C'est ça. Amadou Ba aurait été aujourd'hui ministre de l'économie et des finances, nommé demain. D'ici 1 mois ou 2 mois, les relations avec le FMI seraient non seulement renouées, mais aussi tous ces problèmes d'argent que nous avons, Amadou Ba les aurait réglés rapidement. Alors, autrement dit, ce que vous venez de décrire nous prive d'un leader de l'opposition, peut-être bon pour faire face quand même au pouvoir. Mais exactement, exactement. Le pays est dans une situation qui est, comme je vous ai dit, le pays peut aller vers le mur. Et vous ne voyez pas je ne le souhaite pas. Et vous ne voyez pas... Et la fuite en avant oui. que Pastef et ses alliés sont en train de faire avec le pouvoir risque de les mener eux-mêmes vers le mur et le pays avec. Donc, il est temps qu'ils s'arrêtent, qu'ils sachent que s'ils ne sont pas capables, et je ne crois pas avec le discours qui est tenu, l'interview d'hier du monsieur le président de la République, qui demande instamment au FMI, avec beaucoup d'amertume et un peu dans un certain désarroi, qui demande au FMI de presser le pas, ça montre que les gens ne sont pas loin du bout du rouleau. Donc il est temps que les gens sachent que c'est l'intérêt du Sénégal qui est en jeu et qu'ils s'arrêtent pour trouver les compromis nécessaires pour essayer de permettre au bateau Sénégal, notre Gal, de traverser cette tempête. Bien, très bien, vous avez anticipé un peu sur les questions économiques. Là, quand on regarde un peu peut-être le tableau général, il est bien évident que les finances ne se portent pas très bien, les finances publiques ne se portent pas très bien, on multiplie les emprunts, on multiplie les appels publics à l'épargne, on multiplie également peut-être bon, voilà, des recours aux eurobonds et à la collecte populaire sans doute. Mais au-delà de ça aussi, il y a la question centrale de l'arachide, M. Diallo. Vous avez été, et je pense même que jusqu'à présent, vous êtes président PCA, donc vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes plus PCA donc, de la Sonacos. Mais l'arachide, n'arrive-t-il pas au moment où, quand même, où on se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas trouver une autre céréale qui supplée à l'arachide, parce que l'arachide, probablement, a fait son temps, et peut-être il ne lui reste peut-être qu'à s'effacer et à laisser la place à une autre matière première de premier plan qui pourrait peut-être quand même faire décoller le pays. C'est pas votre sentiment? Non, avant d'en venir, je vais parler un peu de l'économie parce que vous savez, la situation dans laquelle nous sommes est due à une grosse maladresse de l'actuel Premier ministre avec sa fameuse conférence de presse sur la dette cachée. Quelqu'un comme moi s'était fendu d'un poste pour dire qu'il a marqué un but contre son camp. Et les conséquences les gens vont vivre les conséquences sous peu. Il n'aurait pas dû le dire ou il n'aurait pas dû le révéler? Parce que quand tu ne maîtrises pas une situation, tu viens d'arriver juste au niveau de l'État. Vous avez vu, même quand Macky Sall quittait, la situation de nos finances publiques n'était pas très bonne. Il y a eu énormément d'investissements. Le Sénégal a voulu faire un rattrapage. Le simple fait que le président Macky Sall ait laissé le Sénégal, pays pétrolier et gazier, je dois que ça doit suffire pour rendre le bilan du président Macky Sall positif en dépit de tout. Alors, vous héritez d'un pays pétrolier et gazier. Vous avez des tensions de trésorerie. Vous avez un niveau d'endettement qui est relativement développé. Vous avez trouvé ce qu'on a appelé des dettes hors bilan, alors, qui n'ont pas été maîtrisées. Mais pour vouloir vous venger sur vos adversaires politiques, mais vous exposez le Sénégal à la face du monde. Le tort qu'il a posé n'a pas été un tort posé à Macky Sall ou à l'APR, mais ça a été un tort posé au Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Notre notation a été dégradée, nous sommes à B-. Aujourd'hui, des pays même comme la Guinée et consorts sont mieux, je n'ai rien contre la Guinée, mais sont mieux notés que vous.
nous sommes à un niveau d'endettement, si on prend en compte ce que vous appelez la fameuse dette cachée, mais que les FMI appellent autrement. Le FMI parle de misreporting, erreur dans le report ou l'enregistrement un peu de la dette. Et on ne fait pas un mois sans que le Sénégal aille sur le marché financier emprunter de l'argent. Vous vous fendez d'un plan de redressement, vous dites que vous allez financer ce plan à 93% sur la base de ressources endogènes, ce qui n'est pas le cas. Et tous les 3 jours, vous êtes sur le marché financier et vous prétendez lever un eurobond, un patriot bond, Un diaspora bond. Mais qu'est-ce que vous faites quelques jours après? Vous lancez un appel public à l'épargne. Donc ça veut dire qu'il y a des errements et un tâtonnement sur le plan économique. Et qu'est-ce qu'il faut Et il faut aller chercher les Sénégalais capables aujourd'hui de gérer cette situation et de trouver des solutions à notre situation économique et sociale. Quel que soit le niveau d'appartenance politique ou non de ces personnes. Parce que l'intérêt du Sénégal, si vous êtes un patriote, ça prime sur tout. Ça prime sur l'intérêt partisan. Donc, allez chercher les Sénégalais qui soient capables de trouver des solutions à la situation actuelle. Je vous ai donné un autre tout à l'heure, Amadouba, il y en a d'autres. Alors, Youssou, est-ce que là, d'après ce que vous venez de décrire, et peut-être aussi la difficulté pour le nouveau pouvoir de transcender un peu cette situation-là, selon vous, est-ce qu'il y a nécessité d'une rectification de trajectoire financière? Mais bien sûr, bien sûr. Quand ils sont arrivés au pouvoir, j'ai fait un texte. Maintenant, j'écris plus que je ne parle. N'est-ce pas? Voilà. Les gens me disent, mais on ne savait pas que tu avais une aussi belle plume. J'ai dit, mais à l'épreuve de français de l'anticipé, j'avais 18 à l'écrit. Mais je suis un scientifique. Vous êtes économiste. Voilà. J'ai fait la série des sciences expérimentales. J'aurais dû faire la série, ce qu'on appelle S1. Mais actuellement, le problème du Sénégal, sa priorité, c'est ses difficultés financières et budgétaires pour l'État. C'est la solution. Une fois réglé, parce que ce qu'on a appelé Sénégal 2050, etc., tout ça dont on parle, en vérité, ce n'est que le PSE appelé autrement. Je suis le président du Club Sénégal émergent. Je connais le PSE dans sa méthodologie, dans ses objectifs, etc., dans ses programmes et ses projets. Mais je sais qu'il n'y a actuellement rien de nouveau sous le soleil. Alors maintenant, sur l'arachide, pour l'arachide, ce n'est pas aussi simple. Vous savez que l'arachide impacte directement ou indirectement plus de 4 millions de Sénégalais. Que la première culture en termes de superficie, c'est l'arachide. Que l'arachide est la culture qui produit le plus de valeur ajoutée pour notre pays. Et que l'arachide, jusqu'à présent, n'est pas totalement valorisé au Sénégal. Et que depuis l'ouverture aux exportations avec les Chinois, l'arachide est passé quasiment de production de 700 000 tonnes à plus de 1 500 000 tonnes. Bien sûr, la dernière campagne n'a pas été fameuse. On a eu aux environs de 700 000 tonnes. L'arachide doit avoir un renouveau et peut l'avoir. Mais à la condition aujourd'hui que d'abord le problème des sols qui sont complètement dégradés au niveau du bassin arachidier. Oui, semble-t-il que partout où passe l'arachide, le sol s'appauvrit. Soit réglé. Mais ensuite, la plus grande erreur qui a été faite avec les ajustements structurels a été la suppression de la société qui encadrait le monde rural dans le bassin arachidier, en l'occurrence la SODEVA. Il faut faire revenir la SODEVA. L'encart a été une tromperie que les partenaires techniques et financiers nous ont servi. À l'époque, la Banque mondiale, en nous disant que oui, maintenant, on ne doit plus faire de l'encadrement, mais on doit aller vers ce qu'on appelle le conseil rural. Ce qui est totalement faux, parce que dans les zones rizicoles, la SAED a été maintenue, la Sodagri a été maintenue, la Sodefitex a été maintenue, etc. Pourquoi avoir supprimé la Sodeva? Donc les paysans du bassin arachidier aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. Et ensuite, il y a d'autres questions, notamment le statut de la terre, etc. Donc, dans le monde rural aujourd'hui, il faut des politiques structurantes allant dans le sens de rupture pour relever le niveau de productivité agricole, pour relever le niveau de rendement. Notre agriculture a un énorme potentiel. Il faut maîtriser l'eau.
Il faut aujourd'hui que l'électricité aille dans le monde rural. Le président Wade en a fait. Le président Macky Sall en a beaucoup fait avec le PUDC. Il faut continuer ces politiques. Il faut créer les conditions pour que peut-être le fameux canal du Cayor dont le président Abdoulaye Wade le président Diouf d'abord. Ensuite, Abdoulaye Wade a dû l'abandonner avec les réseaux hydrographiques nationaux, etc. Mais cette politique du canal du Cayor, faire de sorte que... Je crois que Wade a initié les vallées possibles. Parce que le bassin agricole du Sénégal, pour ce qui concerne les cultures, les grandes cultures, les cultures sous pluie, c'est ce qu'on a, les régions identifiées au bassin arachidier. C'est une partie de la région de Louga, c'est la région de Thiès, c'est la région de Diourbel, c'est la région de Fatick, c'est la région de Kaolack, c'est le nord de la région de Kolda, c'est une bonne partie de la région de Tambacounda, c'est une partie de la région de Casamance et le nord de la région de Sédhiou. Donc vous voyez, le bassin arachidier, c'est tout ça. Oui, donc ces paysans-là qui sont les plus nombreux, qui ne cultivent que presque moins de 3 mois sur 12, mais vous voyez ce que cela représente. Absolument. Donc ce bassin-là est devenu un bassin de pauvreté. Donc le développement de l'agriculture est fondamental pour notre pays. L'agriculture, l'arachide, vous l'abandonnez, vous tuez l'élevage au Sénégal. Vous ne pouvez pas faire d'élevage sans fan d'arachide. Vous ne pouvez pas faire de l'élevage sans tourteau. Vous ne pouvez pas faire d'élevage sans aliments de bétail. Ensuite, l'agriculture est une culture vivrière. Que serait le mafé, que serait le tigre, que serait le gerte tchaf et tous ces sous-produits issus de l'arachide? Que ce serait l'huile? Bon, bien sûr, il y a l'huile ségale et tout ça, qui bien sûr qui n'est pas propre à la consommation, mais que serait notre industrie sans la Sonacos, qui est présente dans 5 régions. La région de la principale industrie à Ziguinchor, c'est la Sonacos. La principale industrie à Diourbel, c'est la Sonacos. La principale industrie à Kaolack, c'est la Sonacos. L'une des principales industries à Dakar, c'est la Sonacos EID. À Louga, l'une des principales structures vraiment qui emploie beaucoup de gens, c'est la Sonacos. Et nous n'aurions pas été courageux sous Macky Sall, mais la Banque mondiale allait reprivatiser Suneor qui a échoué, et pour donner ça à d'autres privés et nous conduire encore dans d'autres aventures. C'est intéressant de vous suivre un peu sur cet aspect-là, mais à un autre moment, il est très difficile de vous suivre parce que quand même, l'arachide draine aussi peut-être une traînée de pauvreté sur les sols où la plante a été implantée, si je puis exprimer comme ça. C'est-à-dire que la région du Baol, la région du Ndiambour, le Djolof, en passant par les Niani-Wouli, mais toutes ces régions-là, aujourd'hui, les terres sont très pauvres, Youssou. Oui, mais on n'a pas régénéré les sols. Oui, mais Robert Sagna, elle avait commencé avec le phosphatage de fond. Il y a d'autres techniques et trucs à utiliser. Et puis, l'arachide, les sous-produits utilisés de l'arachide peuvent être utilisés pour fertiliser la terre. C'est un fertilisant, l'arachide. Oui, absolument. Ah, c'est pas un appauvrissant? Non, du tout. Parce que c'est avec la Sodeva, les rendements et la productivité au niveau agricole, c'était élevé dans le bassin arachidier, particulièrement au niveau de l'arachide, au niveau du mil, du sorgho, etc. Voilà. Mais avec la création de l'ANCAR et le fameux conseil agricole, mais on nous a brandi des miroirs aux alouettes et puis on nous a trompés. Ça a impacté très négativement notre agriculture. Je crois que parmi les réformes fondamentales à faire, je crois qu'il y a lieu de revoir la question de l'encadrement des paysans au niveau de ce que j'appelle le bassin arachidier dans son ensemble. Ok, on nous signale que le temps est presque fini, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question quand même sur la diplomatie sénégalaise. L'école d'où vous êtes sorti est une école qui a formé aussi des diplomates sénégalais. Vous connaissez aussi par votre entre-gens beaucoup de diplomates sénégalais qui ont eu à peut-être rehausser l'image, la valeur de curiosité du pays. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant au plan diplomatique? Dans quel sens? Je veux dire, est-ce que notre diplomatie continue toujours à rayonner ou bien elle est dans un infléchissement? Oui, notre diplomatie est un peu à l'instar du pays. Comme on dit, des moules découlent. Voilà, maintenant, je crois que le Sénégal, comme je le dis toujours, se vend dans le monde à travers, par sa démocratie. C'est notre avantage comparatif le plus certain. N'est-ce pas?
Mais quand vous dites que la démocratie dans le monde, c'est d'abord et avant tout notre diplomatie. Le Sénégal est un nain économique, mais était un géant diplomatique. Oui. Il est heureux que les nouvelles autorités aient pris un diplomate de carrière pour le mettre à la tête du ministère de l'intégration économique africaine et des affaires étrangères. Mais comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Il faudrait que la politique diplomatique de notre pays soit revue. Il a beau être un haut fonctionnaire, être un homme de l'art, mais s'il n'y a pas une politique diplomatique cohérente, s'il n'y a pas une politique diplomatique qui ressemble au Sénégal, c'est-à-dire une politique diplomatique du juste milieu, une politique diplomatique de conciliation, une politique diplomatique qui est loin des extrêmes, une politique diplomatique qui est, en fait, où le Sénégal est ami de tout le monde, ennemi de personne, où le Sénégal est un pays qui apporte de l'eau quand ça brûle, qui apaise quand ça chauffe. Si cette politique diplomatique, on ne peut pas être aujourd'hui à Paris, demain à Pékin, après-demain au Mali, le surlendemain être en Turquie ou être en Corée du Nord. Non, le Sénégal n'est pas ce pays-là. Donc on a besoin d'avoir une politique diplomatique cohérente, une politique diplomatique claire, une politique diplomatique qui se définit par rapport au bloc qui existe. Et le Sénégal n'a jamais été loin du bloc occidental. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, il faut avoir des amis dans le monde. Soit amul doole, da ngay am nijaay. Voilà. Nous n'aurions pas dû achever cette émission tellement elle est intéressante, tellement notre invité aussi est au diapason de toutes ces questions et toutes ces problématiques. Youssou, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir justement à JDD. C'est moi. Merci Mamadou pour la pertinence de vos questions et l'intérêt vraiment de l'émission. Je ne l'ai même pas senti passer. Chers amis, à dimanche prochain pour un autre invité. Et tous nos remerciements à Abdoulaye Ndiaye avec toute son équipe technique. Au revoir.